Bonjour tout le monde. Vous êtes tous bien réveillés? Ça va? Oui? Eh ben merci d'être là pour ce quatrième Morning Lyon sur le thème de pionnière. Donc vous aurez remarqué qu'il y a eu quelques petits aléas, petits changements de lieu à la dernière minute, tout ça. C'était pas fait exprès, mais on pourrait dire que les gens qui sont ici du coup sont sur un profil plutôt pionnier parce qu'ils sont allés au-delà des vents et des marées et du coup vous êtes ici avec nous, donc c'est parfait pour ce réveil. Ça va? J'ai réussi à faire passer la. Ouais, tous ceux qui sont en septième, on pense à vous quand vous regarderez la vidéo. Voilà, là. Merci d'être venu. La prochaine fois, on vous offre le petit-déj. Ah, ça tombe bien, du coup, c'est à chaque fois. Bon, petite introduction pour présenter les Creative Morning pour ceux qui ne connaissent pas forcément. Les Creative Morning, c'est un rendez-vous matinal. Du coup, on a mis les chiffres un petit peu ce coup-là pour que ça parle bien. Il y a 177 villes maintenant et donc 62 pays qui traitent du même sujet, qui ont même d'ailleurs traité du même sujet que nous sur le mois d'octobre, donc de Pionnière. Et toutes ces interventions-là étaient filmées et ces vidéos sont mises sur une plateforme qui permettent d'avoir maintenant 4591 vidéos inspirantes des différents thèmes. Et le gros point important des Creative Morning, c'est que 177 villes, si jamais les 177 font la même vidéo de pionnière, vous avez une interprétation de ce thème-là faite par X cultures différentes et du coup ça fait une grosse base d'inspiration. Voilà. Quoi d'autre? Comme je disais, c'est notre quatrième édition. À chaque fois, on met en avant un petit peu les partenaires parce que ça rentre dans la présentation des Creative Morning. Coucou New York. Et bien entendu, il y a aussi des partenaires qui sont locaux. Donc là, pour le petit déjeuner aujourd'hui, c'est Hula Hoop qui s'occupe de financer ça. Et pour l'accueil, on est à Sofa. Donc j'espère que vous connaissiez, parce qu'on est quand même vachement bien ici. Et c'est un slow café où vous pouvez venir travailler, mais vous pouvez aussi venir découvrir plein de trucs comme d'autres types de conférences, comme des permanences sur des choses qui vont du bien-être jusqu'au développement personnel, en passant par l'art, par la culture, tout ça. Voilà. Et puis, on va pouvoir attaquer. Je vais laisser la parole à notre cher intervenant, qui était bien installé là. Et puis voilà, on te laisse la place. Et après, on fera un petit question-réponse, tout ça. On va discuter tous ensemble, ça va être cool. Voilà, allez, à toi. Merci Fabrice. Bonjour à toutes et à tous. Déjà, merci à Sébastien Bauer de m'avoir invité. Je ne connaissais pas du tout les Creative Morning. Au final, c'est un super concept. Je vais essayer de continuer dans la lignée parce que je crois que c'est le quatrième. C'est le quatrième à Lyon, c'est ça. Merci à Fabrice aussi de m'avoir invité. J'ai pas vu Sylvie. Peut-être que voilà. Merci. Puis Cédric aussi. On a été en lien par mail. Je vais commencer par me présenter rapidement. Moi, c'est Romain Lyonnais. Je viens d'avoir 24 ans. Et j'ai fini mes études il y a peu. Alors, quand je me définis, moi, j'ai l'habitude de dire que j'ai deux passions qui ont été, ma foi, ultra constructrices dans ma vie. Ma première passion, c'est le jeu. Parce que le jeu a été pour moi une expérience incroyable en termes d'apprentissage sur notamment ma construction sociale. Et notamment le jeu vidéo, vous comprendrez pourquoi plus tard peut-être. Et ma deuxième passion, c'est l'entrepreneuriat. En fait, je crois que je suis boulimique de projet. Il n'y a que ça qui me drive dans la vie. Parlez-moi de projet et je serai chaud pour collaborer avec vous ou alors vous accompagner. En fait, depuis comment depuis qu'en fait j'ai l'âge de pouvoir créer des associations, c'est-à-dire à 18 ans, j'en ai déjà créé 4 en 6 ans. La première, c'était une association à Nîmes qui organisait des événements golfiques. Donc, j'ai une petite passion, c'est le golf. La deuxième, c'est à Lyon, qui s'appelait S-Propulsion, qui avait pour but de développer le paysage associatif rhône-alpin. La troisième, c'était il y a quasiment un an, une association qui s'appelle Lyon Game Lab. C'est une association qui a pour but d'accompagner les créateurs de jeux vidéo. Donc aujourd'hui, on a à Charpennes, 80 mètres carrés, des personnes qui sont accompagnées au quotidien sur leur création de jeux. On essaie de les valoriser à travers des événements. Parce que c'est important de développer le côté culturel des jeux vidéo indépendants. Contrairement à l'industrie, eux, ils n'ont pas forcément de budget. Et récemment, j'ai créé une entreprise qui s'appelle Exoflow, avec deux associés, un qui est présent ici, qui s'appelle Victor.
Donc au final, si on s'est réunis aujourd'hui, c'est pour parler du thème pionnier, ou pionnière, pionnier, pionnière. Au final, on s'en fiche. Pionnière aussi, exactement, excuse-moi. L'idée derrière tout ça, c'est de présenter un peu ce que j'entends à travers ce mot, à travers cette notion. Et je commencerai par raconter une toute petite histoire, c'est-à-dire que quand Sébastien m'a dit, tiens, le thème c'est pionnière, est-ce que ça t'inspire, est-ce que ça te dit de parler de ça? Je lui dis, bah ouais, en effet, mais au final, moi je suis pionnier, toi t'es pionnier, on est tous pionnières. Il fait, bah bon, bah développe un peu plus. Bah en fait, je sais pas, mais moi depuis que voilà, je suis assez mature pour avoir un recul sur ce que je suis, je me suis toujours considéré comme quelqu'un qui était pionnier parce que au final c'est un état d'esprit, je trouve. Un état d'esprit, il faut avoir cette capacité de se dire, certes, être pionnier, c'est être le premier à, mais c'est aussi être le premier à et à communiquer, à savoir adapter ce qu'on a trouvé. Donc il y a cet esprit aussi de savoir diffuser ce qu'on a trouvé. Donc je vais commencer par dire que être pionnier, on pourrait le définir par deux axes. Le premier axe, c'est cette capacité à être un explorateur. Ça, c'est une compétence innée qu'on a tous au fond de nous. On est tous des aventuriers au final. On a cette curiosité d'aller gratter dans des domaines qui sont méconnus et d'aller, tout en espérant, trouver quelque chose qui pourrait être utile, qui pourrait changer les choses qu'on connaît, qui pourrait voilà, modifier des systèmes et améliorer au final notre quotidien. Donc ça, c'est pour ça qu'il y a une première phase dans cette définition, pour moi, qui est pionnière, c'est cette phase d'explorateur, d'être un aventurier, de cette capacité au final à pouvoir s'inspirer. La première chose, quand on dit s'inspirer, moi, ce qui me vient à l'esprit, c'est voyage. Quand tu voyages, et c'est pour moi aussi ma définition du tourisme aujourd'hui, c'est que ça ne sert plus à rien de faire partie, de se laisser bercer telle une coquille de noix sur une rivière par un circuit touristique. L'importance de voyager, c'est de rencontrer les gens qui font partie de la culture locale du pays où on se trouve et de chercher ce processus d'acculturation pour comprendre un peu quels sont les codes et qu'est-ce qu'ils respectent. Et ensuite, bah, du coup, s'inspirer de ça pour pouvoir peut-être faire un parallèle chez nous et pour pouvoir changer les choses avec une nouvelle approche. D'un point de vue un peu plus organisationnel, c'est ce qui s'appelle les Learning Expeditions. Aujourd'hui, ça est en train de se développer. Voilà, c'est cette offre événementielle qui permet à des salariés, pendant 2, 3 jours, de voyager, de rencontrer des personnes qui ont l'habitude de travailler avec des autres méthodes dans un autre pays. Et du coup, voilà, de permettre aux salariés de s'inspirer, de revenir dans leur entreprise avec des nouvelles idées et plus de motivation. Euh, J'ai tendance à dire aussi que, au final, si cette première axe, si ce premier axe de pionnière et explorateur, et si c'est cette chose qui est tant innée en nous, c'est au final la première phase de la créativité, c'est cette phase de divergence. Quand on imagine ce double diamant qui croît et qui se ferme, cette phase de divergence où on ouvre les chakras, on va ouvrir son esprit, histoire de récupérer un maximum de choses, ouvrir le scope, histoire d'avoir une vision vraiment à 360 degrés de ce qui se passe autour de nous. Et là, par exemple, on appelle ça aussi cette capacité à savoir mettre à jour et mettre en œuvre une veille transdisciplinaire. Une veille transdisciplinaire, c'est à partir d'une thématique, on essaye de définir différents silos, par exemple, en partant de ce qui s'est passé de façon historique, au niveau anthropologique, en passant par l'art et la science, par exemple, de regarder ce qui se passe dans tous ces silos et au final, peut-être d'identifier des synergies. Identifier des synergies et aussi cette façon de faire, c'est la meilleure façon de invoquer en fait la sérendipité. Sérendipité, c'est le fait de trouver quelque chose sans vraiment la chercher. On peut tomber sur des pépites au final. Ce que je voulais dire aussi à travers ce qu'on a chez nous, de toujours essayer de décrypter ce qu'on ne connaît pas, cette curiosité à travers des rencontres aussi. Rencontrer les gens, c'est super important parce qu'on n'a pas du tout la même façon de voir les choses et chacun est riche et chacun a ses spécificités. Il faut ne pas oublier aussi qu'un bon explorateur, c'est aussi quelqu'un qui sait faire preuve de porosité, c'est-à-dire à l'image d'une éponge, de savoir prendre un maximum ce qui se trouve autour de nous, emmagasiner à fond,
mais tout en faisant preuve de filtre. En fait, il faut conserver un certain filtre pour récupérer uniquement les informations qui sont importantes pour nous. Moi, j'avais travaillé là-dessus il y a un peu moins d'un an. On avait mis au point un concept qui s'appelle le sponge thinking, donc c'est la pensée de l'éponge. C'est cette façon d'emmagasiner un maximum d'informations tout en, au final, filtrant ce qui nous intéresse et ce qui nous semble pertinent pour nous, la construction de soi-même et la construction d'un futur projet, par exemple. Donc s'inspirer de la nature aussi, c'est quelque chose qu'il ne faut pas oublier, ça s'appelle le biomimétisme. Parce que la nature est là pour nous inspirer et la nature est là aussi pour nous guider. On va pas parler des fractales. Mais, donc au final, bon, voilà, premier axe pour moi qui définit le terme pionnier, c'est cette capacité à être un aventurier, à être un explorateur. Ça, c'est quelque chose qui est inné en nous, ça nous paraît simple et ça nous paraît logique. La deuxième chose, c'est cette capacité aussi à parler de ce qu'on a trouvé, cette capacité à diffuser ce qu'on a trouvé. Donc au final, si on s'amuse à faire une sorte de petite métaphore, je dirais qu'un pionnier, c'est quelqu'un qui est capable de défricher et c'est quelqu'un qui est capable de cultiver aussi. Donc à travers cette deuxième axe, il y a quand même cette notion d'utiliser, de mettre à profit, de mettre à profit, de divulguer, d'adapter ce qu'on a trouvé pour que ça serve et que ça devienne encore plus pertinent par rapport au monde qui nous entoure et au monde actuel. Donc en fait, pour moi, cette capacité à diffuser, c'est la chose la plus compliquée aujourd'hui. Parce que la diffusion, ça se fait pas comme ça. Il y a quand même énormément d'étapes à respecter, même si aujourd'hui, je vais peut-être vous présenter 2-3 petits points, mais je vais pas dire que j'ai la recette magique, hein. En fait, voilà, cette première phase pour moi, donc je vous ai parlé d'un explorateur, avec cette phase de créativité qui est, ma foi, très divergente. Et cette phase de diffusion qui est pour moi en fait la phase de convergence de la créativité. C'est cette capacité à faire un retour terrain, de dire ok, j'ai trouvé ça me paraît super intéressant, ça pourrait vachement impacter, c'est des super idées. Mais par contre, comment vraiment le mettre en place dans la société actuelle, là c'est le plus compliqué. Et au final, si on s'amuse à dire que l'idée dans cette phase de divergence de créativité nous semble pertinente, il faut quand même tester si cette idée est désirable. Si cette idée est désirable, ça veut dire que si cette idée colle avec ce que vraiment ont besoin un certain type de personnes, et c'est pour ça que c'est très important dans un premier temps, dans cette phase de diffusion, de confronter l'idée qu'on a. Alors de confronter l'idée qu'on a, c'est tout simple, hein, c'est de parler de ce qu'on imagine, de ce qu'on pense, de ne pas avoir peur de s'avancer, ne pas avoir peur aussi parfois de froisser les personnes, parce que des fois on a des idées qui peuvent aussi être destructrices, même si parfois la destruction peut être créatrice. Et au final, cette phase de convergence aussi, elle tend vers de la faisabilité, parce que plus on en parle, plus on confronte, plus on itère au final, et plus on arrive à mettre quelque chose de concret derrière nos idées, et plus on arrive au final à impacter correctement. Et c'est ce qui fait le lien entre des idées qui sont pour la plupart idyllistes, voire utopistes, même si c'est super important, et on en a tous, quand on se lève le matin, on se dit putain, il faut que je change le monde. Mais comment le faire dès à présent? Parce qu'on peut se dire ça toute la journée, et puis toute la vie. Mais au final, il faut vraiment agir. Et ça, une des conditions aussi que doit respecter quelqu'un qui est pionnier, c'est arrêter de parler, mais surtout faire, parce que c'est par ses actions qu'on se définit, je pense, non pas par nos paroles. Donc voilà, pour moi, être pionnier, on est tous pionniers en nous. C'est un état d'esprit que tout le monde doit adopter, ou du moins tout le monde doit tendre vers cette posture. Parce que certes, être pionnier, c'est le premier A, mais c'est aussi un état d'esprit, à savoir ces deux axes-là. Explorateur, là on l'a tous en nous, mais un diffuseur aussi, ça se travaille, ça s'apprend. Alors, au final, avec cette vision-là, c'est notre overlap en fait avec l'association de mes deux associés. C'est cette façon de voir les choses qui nous a réunis. Overlap, c'est un peu les valeurs communes qu'on a entre nous. C'est là vers quoi on veut tendre, même si quand
quand on se met en mode projet, qu'on essaye de réunir un maximum de personnes, on parle plus de complémentarité, d'hétérogénéité des compétences, ça va de soi. Mais il faut quand même quelque chose qui nous lie entre nous. Et là, c'est justement cet esprit pionnier, c'est ce qui nous a reliés. Et au final, il y a un truc tout simple, c'est que si je vous ai dit que pionnier égale explorateur, un inventeur, plus un diffuseur, cette capacité de diffuser, et bien cette définition-là, c'est la définition même d'un innovateur en fait. L'innovation, c'est de l'invention plus de la diffusion. Donc au final, avoir l'esprit pionnier, pour moi, c'est avoir l'esprit d'un innovateur aujourd'hui. Et en fait, ce qui est tout simple, c'est que pour diffuser de façon on va dire, opérationnelle, aujourd'hui, il faut un peu adopter aussi un état d'esprit d'open innovation, d'open source aussi, je vais dire pourquoi. L'open innovation, comment on la définit, c'est avoir conscience des compétences et des ressources qu'on a à l'interne, mais d'aller surtout chercher les ressources à l'externe et de fonctionner en tant qu'écosystème, en rassemblant un maximum d'acteurs chez qui on pourra solliciter telle ou telle compétence. Alors aujourd'hui, c'est très simple, même s'il n'y en a pas beaucoup qui fonctionnent comme ça. C'est très simple, pourquoi ? Parce qu'il y a des lieux comme le SOFA qui le permettent. Il y a énormément d'événements, et l'événementiel, c'est la chose la plus formidable que je connaisse, pour justement créer des connexions sociales, échanger, parler de ses idées et se construire. En plus de ça, l'événementiel, ça permet de créer une bulle, ça permet de jouer directement sur la corde sensible des personnes, et ça permet notamment d'être non pas dans un état de stress, mais plus dans un état de joie sur ces événements-là, qui va faire en sorte que notre créativité et notre productivité va être boostée à son limite, son paroxysme. Et ça, en sciences cognitives, ça s'appelle le flow. Et c'est le flow cognitif. Et je fais un petit lien avec le nom de ma boîte, qui s'appelle ExoFlow. Bon, exo, c'est ce préfixe qu'on a mis qui signifie dehors, donc cette capacité à se transcender. On essaye de transcender le flow. Voilà, j'y reviendrai peut-être plus tard. Je voulais dire au final que du coup, si on veut travailler en mode open innovation, en fonctionnant en mode écosystème, on a un environnement ultra propice aujourd'hui, notamment à Lyon, surtout qu'à Lyon, c'est une ville à taille humaine, donc connaître les acteurs et connecter les acteurs, ça me paraît faisable. Et n'oubliez pas aussi que quand on veut créer un projet tel un vrai pionnier le ferait, il faut savoir s'entourer, il faut savoir aussi créer de l'union, parce que l'union fait la force, évidemment, et aller puiser, évidemment, la diversité des compétences, parce que c'est ce pourquoi un écosystème est intéressant. Et au final, je disais aussi adopter une posture open source, parce qu'une posture open source, ça veut dire tout simplement qu'il ne faut pas éviter à diffuser ses idées, même si, en fait, j'en ai marre de voir des personnes qui disent « Ah tiens, moi j'ai une idée, mais j'en parle pas ». Alors, à moins que si tu veux vraiment que j'en parle, ben, il va falloir signer un contrat de confidentialité. Voilà, non mais oh, c'est juste une idée. Bon, certes, il y a des propriétés intellectuelles aujourd'hui, etc. Mais on n'est plus à cet âge-là. J'ai envie de dire que des personnes qui piquent les idées, ça n'existe plus. Moi, peut-être c'est ma vision idéaliste, mais c'est comme ça, je pense qu'il faut adopter cette façon de penser. C'est aussi donner avant de recevoir. Bon, ça, c'est la moralité, certes, mais il faut savoir faire confiance à la personne il faut savoir donner de la confiance, en fait. Et surtout s'organiser, se coordonner, déléguer aussi, parce que ça ne sert à rien de vouloir tout faire. Ça, je vous apprends rien. Donc au final, si pionnier, c'est deux choses. C'est à la fois cette capacité qui est innée chez l'homme, qui est de diverger pour créer, inventer. Ça, c'est inné. Mais c'est surtout cette capacité aussi à pouvoir diffuser. Et cette capacité à diffuser, je la diviserai en trois petits points du coup. C'est cette capacité à tester, à confronter sa vision pour converger vers quelque chose qui est beaucoup plus pertinent et faisable, désirable. C'est cette capacité du coup à recommencer, à itérer pour au final mettre au point quelque chose de concret qui soit le plus adaptable et le plus utilisable à très court terme.
dans nos sociétés, ce qu'on veut faire vraiment. Et c'est cette capacité aussi à valoriser. Ça, c'est très très important. Capacité à valoriser. Alors comment on valorise? Bon, bah, certes, l'événementiel, c'est un bel outil pour mettre en avant ce qu'on fait, etc. Mais il existe d'autres leviers. Nous, chez Exoflow, on utilise le levier de la recherche. Par exemple, quand je vous ai parlé du flow cognitif, nous, on essaye de démontrer avec un laboratoire de recherche, et notamment une entreprise qui appelle le groupe SBT, on essaye de démontrer que sur nos événements, on arrive à développer des environnements qui sont propices au flow cognitif collectif. Donc le flow, bon, je vous ai dit, c'est cette capacité d'extrême concentration, à être focus sur quelque chose, non pas dans un état de joie, non pas dans un état de stress, mais de joie. Et au final, en jouant sur plusieurs paramètres, on tend vers la démonstration de, voilà, en jouant sur des activités physiques, des activités intellectuelles et des activités spirituelles, on est capable de mettre au point un environnement propice à cette ultra-créativité. Et au final, bon, travailler avec des chercheurs, c'est en plus très très enrichissant. Ça crédibilise ce qu'on fait, et surtout quand ça donne lieu à des publications scientifiques. Donc utiliser un maximum de moyens pour valoriser ce qu'on fait. Voilà, ça c'est la dernière condition d'un diffuseur, et qui au final est un vrai pionnier. Alors, nous, au final, je vais faire un petit lien avec ce qu'on fait chez Exoflow. Nous, notre mission chez Exoflow, c'est justement d'acculturer les individus et à plus grande échelle les organisations à l'innovation. En fait, on veut vraiment divulguer un maximum cet esprit pionnier au final, cet esprit pionnier, cet esprit d'innovateur. Donc, on met au point un certain nombre de procédés, de services et d'objets pour injecter, impulser cette forme qui est une nécessité aujourd'hui pour donner du sens un peu à ce qu'on fait, impacter au mieux la société et se sentir mieux aussi. Une notion de bien-être qui est obligatoire. Donc au final, en fait, être pionnier, c'est pour moi une nécessité, ou du moins se considérer comme pionnier. Et c'est en s'auto-persuadant que nous sommes, excuse-moi, c'est en se persuadant soi-même que nous sommes pionniers qu'on tend vers cette position de pionnier. Et moi, c'est un auteur, maintenant qui est décédé, mais qui s'appelle Marcel Auclair, dans son livre Du Bonheur, qui dit souvent ça, et ça m'a vraiment, vraiment permis d'aller au bout des choses et de me motiver tous les jours, parce que, ma foi, la vie est compliquée, et au final, si on se donne des petites choses comme ça tous les jours qui résonnent dans notre tête, ben, on arrive à se lever le matin et à venir à des événements, même s'ils sont de 8h à 10h. Voilà, bon, en tout cas, je voulais vous remercier de m'avoir écouté. Et je serais ravi de discuter un peu plus avec vous, parce que je suis plus dans l'échange que dans l'oration pure. Voilà, bon, je vous remercie beaucoup. Alors, on continue les petits tests. Plutôt que de vous demander directement de but en blanc si vous avez des questions, parce qu'en général, c'est très difficile d'avoir une question tout de suite comme ça, à moins qu'il y en ait un qui en ait une directe dans ce cas, il lève la main. Voilà. Donc, dans l'idée, normalement, vous avez tous eu des petits papiers avec des petits numéros dessus. C'est pas du tout pour vous mettre des codes barres ou quoi que ce soit. C'est plus qu'en fait, il y en a d'autres qui ont le même numéro que vous. Donc, on l'avait déjà fait la dernière fois. C'est très très simple. Vous retrouvez juste les gens qui ont le même numéro que vous. Vous mettez avec eux. Ça devient vos nouveaux copains. Et avec ces nouveaux copains, l'idée, c'est d'arriver à sortir peut-être une question, à générer une question. Après, on pourra faire un petit tour de discussion. Voilà. Et n'hésitez pas aussi à discuter du thème du mois prochain, qui sera la mort. C'est cool de parler de la mort le matin quand même, non, hein? On est obligé d'en parler de manière positive, comme ça. On ne peut pas se lever en parlant de la mort. Se coucher en pensant à la mort, c'est compliqué. Mais se lever en parlant de la mort, ça n'est qu'une belle manière de commencer à vivre. Oh, ok. Donc voilà. Donc, oui. Ah, on a une question. Viens. Tu parles dans le micro. Tu es à la télé. Non, ma question, c'est bien beau d'être pionnier, mais quand on est pionnier ou pionnière, il y a des idées qui ne sont pas forcément
en ligne avec l'époque à laquelle on les sort. Ils sont trop tôt. Voilà. Est-ce que vous avez déjà, est-ce que toi, dans ton expérience personnelle ou dans tes expériences avec tes collègues, été confronté à la situation où une idée pionnière sort et comment la faire adopter par le grand public, comment la faire comprendre, comment gérer les problèmes. D'où la difficulté de diffuser correctement notre idée. Hein. Des fois, elle est tellement perchée, on va dire, qu'elle ne colle pas du tout avec la réalité d'aujourd'hui. Et au final, le monde dans lequel on vit n'est pas du tout prêt à l'accueillir. Mais du coup, quand on ouvre des nouveaux secteurs, ou notamment des nouveaux secteurs de marché, il y a quand même, quand on est pionnier, il y a quand même toute une phase d'évangélisation, et c'est la phase la plus dure. Une phase d'évangélisation qui peut au final passer par je sais pas, une dizaine d'années à faire du porte-à-porte, à divulguer son idée pour au final fédérer un maximum autour de la vision qu'on a. Et aussi, même si on a une idée qui a des années-lumière de ce qui se passe aujourd'hui, il faut savoir l'adapter et savoir passer par des steps, et après arriver peut-être dans plus longtemps hein, à l'idée qui était l'idée de base. Mais il faut accepter de l'adapter quand même. Enfin bon, c'est vrai que moi, dans tous mes projets, franchement, à chaque fois, j'ai été déçu au final, parce que je me dis, oh non, c'est complètement super éloigné de ce que j'avais pensé au début. Au final, on l'a tellement adapté pour la rendre faisable que, ça, on va pas dire que c'est devenu différent de l'idée première, mais du moins, ça apparaît sous une autre forme. On va dire que c'est une première étape. Voilà. Je me permets aussi, j'ai une question du coup. Ah, à moins qu'il y en ait un qui est avant moi, comme ça du coup je laisse la... Ah bah ok Cédric, voilà. Je la garde pour après, c'est pas grave. Vas-y, viens. Moi ma question c'est, elle va remonter un petit peu loin, mais on n'arrête pas d'entendre parler d'innovation. C'est le sujet qui occupe beaucoup de temps et beaucoup d'énergie à chacun. Et pourquoi innover tout le temps? C'est ça ma question. Est-ce qu'on perd pas à un moment donné? Comment dire? Est-ce qu'on perd pas finalement un regard sur des choses qui sont relativement simples, normales, basiques? Et est-ce qu'on perd pas un peu le goût des choses quand on va toujours chercher de manière très éloignée de l'innovation permanente? Voilà. J'avoue. Mais au final, chacun est libre de faire ce qu'il veut. Non, non, mais c'est vrai que c'est pas. On va dire que c'est quand même une notion qui est relativement proche du progrès et c'est là vers quoi on veut tous tendre, améliorer dans le monde dans lequel on vit et trouver une place aussi. Après, innover, c'est vrai qu'aujourd'hui, c'est devenu une tendance. C'est parfois bullshité, on va dire. Mais derrière le mot innover, il y a quand même beaucoup de sens. Et des sens qui sont à la fois, enfin, qui sont parfois très intrinsèquement liés au sens de l'homme. Après, forcément, tu peux avoir un discours qui est les innovations de rupture, est-ce que c'est bien? Les innovations par les usages aussi, est-ce que c'est si pertinent que ça? Moi, je pense que oui. C'est important de. Il y a différentes formes d'innovation. Hein. Il y a des grandes innovations et il y a des innovations qui sont plus de niche, on va dire. Mais il ne faut pas concevoir l'innovation comme quelque chose de très, très perché au final qui ne colle pas forcément avec la réalité. Justement, il y a tout un processus pour faire en sorte que l'innovation, les idées collent avec la réalité et soient pertinentes directement. Enfin, moi, un peu, c'est ma vision des choses. Après, je n'ai pas la pensée universelle non plus. Donc, si vous voulez rebondir aussi sur la question, je suis prêt à entendre aussi. Il faut qu'on enregistre ta petite voix. Ouais, du coup, pour te rejoindre un peu, ce qui est intéressant avec l'innovation, c'est que, comme tu dis, c'est un peu bullshit parfois, on a envie d'en faire, c'est là que les services com presque qui s'en emparent. Et ça, à notre échelle, on n'est pas trop pour, on trouve que c'est un petit peu dommage, même si ça a quand même un point hyper important, c'est que ça évangélise. Ça donne aux gens la notion de sens, la notion d'avancer dans leur vie, de ne pas faire constamment la même chose. Et ça, c'est quelque chose qui est hyper important pour les gens aujourd'hui, je pense. C'est de se dire, non seulement mon job il est en train d'évoluer, tout le monde autour de moi est en train d'évoluer, et je fais partie un petit peu de cette dynamique-là. Donc parfois, c'est un peu bullshit, mais même si c'est un peu bullshit, ça
génère quand même du mouvement, ça génère du sens pour les gens, et c'est ça qu'on pense qui est important. Voilà. En général, quand on est pionnier et qu'on réfléchit innovation, tout ça, on a dans la tête une projection d'un espèce de monde idéal, d'un Eldorado au loin. C'est quoi, toi, ton monde de bisounours de l'avenir? Ça ressemble à quoi? Mon monde de bisounours à moi, c'est au final, je me dévoile au final. C'est le même monde dans lequel vit le marsupilami. Vivre dans une cabane, peut-être en marge, mais au final avec les personnes qu'on aime et bénéficier au quotidien des ressources dans lesquelles on vit, donc puiser au mieux de ce qui nous entoure. Et voilà, après, c'est là vers quoi j'aimerais tendre, certes un terme. Peut-être que quand on se reverra et j'aurai 65 ans, bah, je vivrai au fin fond de l'Alaska, et je serai un trappeur. Mais, mais pour l'instant, je pense qu'il y a encore beaucoup de choses à faire, notamment à Lyon, et je ne suis pas encore assez mature pour pouvoir prendre le pas et de me dire, allez, j'ai vu en large et en travers ce qui se passait dans la zone urbaine, j'ai réalisé tous les projets que je voulais faire, etc. Parce qu'aujourd'hui, il y a quand même quelque chose qui me drive plus fortement, c'est d'aider les autres aussi et être utile. Voilà, c'est comme ça que je trouve une place aussi. Et est-ce que tu nous parlais juste avant, justement, le fait de structurer les gens ensemble, en écosystème. Est-ce que du coup, t'imagines qu'avec ce système-là, il y aurait la possibilité justement que tout le monde puisse avoir un peu on va pas tous aller en Alaska et être trappeur, mais avoir cette vie en fin de compte, qui rejoint aussi les questions de Cédric, qui est beaucoup plus peut-être simple, où on retrouve des bonnes bases, mais que du coup, ça profite au maximum de personnes. Comme je l'ai dit, par exemple, sur mon projet, il y a un an qui s'appelait Lyon Game Lab, on a quand même rassemblé quasiment 800 personnes qui font partie maintenant de la communauté des jeux vidéo. Donc c'est les créateurs de jeux vidéo, c'est des personnes qui sont pour la plupart assez timides, c'est des techos qui n'aiment pas forcément sortir et divulguer ce qu'ils sont en train de faire, mais c'est des personnes très très compétentes qui sont pour la plupart ultra intéressantes. Donc au final, ce que je voulais dire, c'est qu'on a chacun peut-être une communauté dans laquelle on se retrouve, parce que c'est au final notre cœur de métier peut-être, ou ce qui nous drive le plus, notamment toi, les designers lyonnais. On a chacun une communauté, et ce qui est important, c'est de connecter aussi ces communautés pour essayer à travers des événements par exemple, ou à travers des soirées, etc., pour créer de l'échange. Et pourquoi pas au final imaginer plus de discussions en disant tiens, il y a un projet, il y a ce projet-là qui est en train de se mettre en place, ne serait-ce que d'être au courant de ce qui se passe, intercommunautaire, ça peut être intéressant, et c'est très très facile à mettre en place. Et puis trouver des synergies, parce que créer des choses ensemble, ça sert à rien. Ça sert beaucoup. Ça sert à rien de créer des projets tout seul dans son coin et de s'enfermer dans une cave. Au contraire, ça c'est ce qu'il faut surtout pas faire. Donc c'est pour ça, travailler en écosystème, connecter les différentes communautés, je trouve que c'est ultra important, et c'est c'est là vers quoi j'aimerais tendre en fait dans les mois prochains. C'est vraiment créer des hubs, pour reprendre ce petit mot. Créer des hubs entre les communautés pour pouvoir créer des frictions, et c'est à travers des frictions qu'on peut créer des choses nouvelles en plus. Est-ce qu'on a d'autres questions? Une dernière question ou pas? Du coup, on l'a pas fait avec le numéro, mais vas-y. Est-ce que tu arrives à trouver quand même une priorité par rapport à toutes tes associations et tous tes projets, à te focaliser sur vraiment quelque chose qui tiendrait plus à cœur que d'autres choses, par exemple, même si tu nous parles d'innovation et de trouver des synergies, est-ce que tu veux te concentrer vraiment là-dessus, ou est-ce que les associations que tu as créées avec tes associés déjà existantes, tu aimerais les mener plus à terme dans un futur proche? Ma foi, c'est vrai qu'on peut pas tout faire, et surtout quand on a une copine aussi. Non, on va dire que ça me fait mal au cœur, mais ouais, Lyon Game Lab, en ce moment, je suis un peu en train d'essayer de déléguer un maximum cette association. Il
faut qu'elle soit reprise par une personne ou par un groupe de personnes. Parce que moi, je peux plus m'investir autant qu'avant dans cette association, parce que ma priorité aujourd'hui, c'est ce qui me drive le plus. Au final, c'est comme ça que je sélectionne ma priorité, c'est ce qui me drive le plus, c'est ce qui me fait rêver, ce qui me transcende. C'est à travers cette activité de Exoflow, savoir on organise des événements, ça c'est vraiment ce qui me touche et ce qui me passionne. C'est uniquement pour ça que je me lève par exemple le matin. Voilà, c'est là-dessus que je me focalise en ce moment. Mais ouais, c'est vrai que ça me fend le cœur de devoir dire bon, désolé, mais je peux plus m'investir autant qu'avant sur les associations. Et forcément, une association dans laquelle les membres s'investissent pas, c'est une association qui tourne de plus en plus au ralenti et qui tend à mourir. Mais au final, non, c'est justement pour ça qu'on se tue à créer une communauté à travers une association. C'est-à-dire que quand on crée une communauté, on rassemble un maximum de personnes autour d'une vision qui, au final, pourrait se dire tiens, je vais mettre la main un peu à la pâte et je vais reprendre l'association. C'est un fonctionnement communautaire vers là où j'aimerais tendre en finale pour Lyon Game Lab par exemple. Voilà, c'est un peu gênant comme question, mais c'est bien. Est-ce qu'il reste une dernière question ou pas? Ou un rebond sur le thème pionnière? Ouais, allez, une dernière. Est-ce qu'aujourd'hui, il y a suffisamment de place pour les pionnières Pourquoi il n'y en aurait pas? Évidemment. Pourquoi il n'y en aurait pas au final? Moi, c'est pas une question que je me pose, mais si tu te poses la question, pourquoi tu te poses cette question? Ouais, ça, je suis d'accord. Mais ouais, si, d'accord. Il y a une différence en nombre, elle est flagrante, ouais. Elle est flagrante. Ouais. Évidemment, moi, en aucun cas, c'est pas parce que c'est un pionnier et non pas une pionnière qui se présente à moi ou inversement qu'il y aura un traitement de faveur ou quoi que ce soit. Dans ce que je peux voir autour de moi. Bon, attends, tu sais, là je sors d'un projet qui est centré sur les jeux vidéo, donc autant te dire qu'il y a quand même quasiment 90% de mecs dans cette communauté-là. Mais justement, ouais, la question se pose encore plus. Après, c'est aussi terme c'est terme passionnel. En fait, il y a beaucoup de personnes qui sont au final, c'est vrai, plus des hommes qui tendent vers des formations formant au métier du jeu vidéo. C'est un fait. Après, c'est pas forcément une loi ou une règle qui a été prédéfinie. C'est juste je sais pas. Je suis désolé de pas pouvoir mieux répondre à cette question, mais elle est un peu embarrassante. Si tu veux, Victor, parler là-dessus. C'est vrai que sur Lyon Game Lab, c'est quand même un milieu de barbus, le jeu vidéo. Hein. Mais sur une autre association qu'on a créée avec Romain, qui s'appelle Flow Association, qui promeut les valeurs des sciences cognitives, c'est une présidente qui a repris l'association, qui s'appelle Élise. Et elle est venue spontanément, en dépit de tout le carcan éducationnel dont évoquait Romain tout à l'heure. Et elle a repris l'association d'une main de fer. elle a réussi à porter le projet. Donc c'est plus une question en fait, de personnalité plus que de genre, je pense. Il va falloir petit à petit qu'on tende vers passer un petit peu au-delà de cet aspect genre garçon, fille, jupe, pantalon, on s'en fiche, tu vois. C'est plus question de personnalité. C'est j'ai envie d'être en leadership, peu importe une femme ou un homme, je le ferai quoi. Voilà. J'ai une petite histoire, du coup, par rapport à ça, qui peut peut-être illustrer le truc. J'espère que je ne me mouillerai pas trop. Il y a un livre qui est génial, qui est fait par un auteur qui s'appelle Harari. Il a écrit Sapiens, qui retrace un peu l'histoire de l'évolution de l'homme d'un point de vue d'un anthropologue, donc un point de vue un peu différent de ce qu'on voit à l'école. Et dedans, il parle du moment où justement Martin Luther King a fait son magnifique travail pour faire en sorte qu'il y ait quelque chose d'un peu plus équilibré entre les différents êtres humains. Et il explique ce qui s'ensuit derrière dans le monde du travail. Et en fait, suite au moment où il y a eu cette espèce de grosse rupture sur le fait qu'en effet, il n'y a pas de différence entre quelqu'un qui est noir et quelqu'un qui est blanc, il y a eu énormément de mouvements qui sont mis en place pour faire en sorte de favoriser le système éducatif et de favoriser l'entrée dans les entreprises et dans des postes à responsabilité pour les populations qui étaient noires.
Et le truc, c'est qu'en fait, ils se sont rendus compte qu'il n'y a pas eu tant de ça, d'augmentation de personnes qui allaient dans ces postes-là à responsabilité ou dans ces études, non pas parce qu'ils sont plus bêtes, justement, mais parce qu'en fait, ça faisait tellement d'années qu'ils étaient entérinés dans l'idée qu'ils étaient plus bêtes, qu'en fait, ils s'étaient auto-persuadés dans leur communauté qu'ils étaient plus bêtes. Et que du coup, ils ne pouvaient pas faire ça. Et dans notre société actuellement, on a eu la même segmentation depuis très très longtemps entre les hommes et les femmes, ce qui fait qu'il y a énormément de choses qui bougent, énormément de personnes qui ouvrent des portes, mais qu'actuellement, il y a encore ce mindset qui n'est pas à reprocher à qui que ce soit, mais qui est là parce que c'est dans notre culture, qui est que si jamais je suis une femme, eh ben, je ne peux pas porter un leadership dans une société où il n'y a que des hommes, parce que je suis une femme en fait et que je peux pas faire ça. Du coup, ce qui se passe, c'est que on remarquera que souvent les femmes qui prennent la position de leadership sont des femmes qui vont avoir une posture qui est masculine dans la manière de l'exprimer, parce que c'est toujours ancré dans les mémoires que pour être leader, il faut être dur, il faut être pionnier, il faut poser les choses. Alors que justement, pas mal d'acteurs sont en train de faire bouger un peu les choses en essayant de faire en sorte de se dire non, il nous faut un leadership qui est féminin, que ce soit un homme ou que ce soit une femme, mais qui est féminin et qui est maternel, et qui permet en fait d'amener la société non pas dans une démarche de croissance comme ça a été jusqu'à maintenant, mais plus dans une démarche de prospérité en fait, quelque chose qui est beaucoup plus calme, beaucoup plus équilibré. Parce que qu'on soit des hommes ou des femmes, on a tous le masculin et le féminin, et il est peut-être temps justement de rentrer dans une ère de pionnière où on peut avoir cet équilibre qui est beaucoup plus sur une énergie féminine que sur une énergie masculine. Voilà, c'était par rapport à l'histoire qu'il y a dans ce petit livre. C'est bon? Ok. Alors, bon, on va dire que... Ah si, un rebond, vas-y. Juste dire un truc, c'est justement par rapport à l'histoire, la question sur les pionnières, moi je trouve que c'est plutôt que c'est pas énormément mis en avant, mais ça existe. Il y a beaucoup d'initiatives féminines, féministes, qui sont déjà très créatives et qui marchent très bien. C'est juste que je trouve que c'est pas encore assez ancré dans la diffusion, qu'on met pas assez en avant justement même pas une question de leadership, mais d'initiative féminine qui existe et qui est justement, il y a tout à faire et c'est hyper moteur, je pense. Je pense qu'il faut attendre un peu, mais ça existe déjà et c'est quand même vachement bien. Non, mais moi je pense que la question c'est vraiment une question de diffusion comme tu disais, et c'est une question qu'il faut se mettre plus en avant, je pense, nous en tant que femmes. Oui, mais il faut aussi qu'on prenne un peu la place, même si c'est vrai que c'est pas facile. Mais faut essayer de se mettre en avant et justement de rencontrer les bonnes personnes pour que ça se fasse de la meilleure manière possible. Mais je pense que moi, en tout cas pour moi, c'est moteur. Bon, bah déjà, vous avez une personne qui est là que vous pouvez aller voir, qui vous mettra en avant, qui aidera à diffuser tout ça, qui fera des portes. On a un lieu comme Sofa qui ouvre ses portes à tout le monde, quel que soit le genre. Même si un jour, il y a un chien parlant qui vient, qui veut faire un événement, je pense qu'il pourra le faire. Il y a tout qui est ouvert ici, hein, même les trucs bien perchés. Bref, voilà, il y a plein de gens, pour de vrai, qui sont complètement ouverts. Donc, soyons pionniers, pionnières, et tout ça. Merci de votre présence. Ici même présentement. On se retrouve le mois prochain pour le thème de la mort. Et avant de partir, justement, je vous invite à profiter encore un peu du petit déjeuner, de ce lieu qui est, ma foi, fort agréable, et aussi de vous rejoindre par petits numéros. Parce qu'avant de partir, ça serait cool que vous nous donniez un petit peu des inspirations ou 2-3 noms de personnes ou votre vision de la mort pour qu'on puisse nous nourrir derrière nos recherches pour trouver l'intervenant du mois prochain. D'accord ? Alors, je vous fais confiance. Vous allez trouver vos petits numéros, vous prenez un dernier petit café, et puis après, avant de partir, vous nous dites un petit peu votre inspiration pour qu'on construise ça ensemble. Voilà, merci encore, et puis bon petit déj et bonne discussion.